pas ça rester immobile, mais je vais tenter de rester immobile. Donc, juste pour faire un peu de philo, grosso modo, hein, vous savez, comme il y a fondamentalement les renseignements personnels, c'est perçu de différentes façons par différentes cultures, par différents États à travers le monde. Et pour faire une histoire courte, bon, pour la communauté européenne, disons l'ensemble de pays, le plus ou moins, qui regroupent l'Union européenne, c'est comme un genre de principe fondamental. Ça fait partie des libertés fondamentales, c'est quelque chose à la base de tout. Et c'est compréhensible. Bon, c'est des pays qui ont toute une histoire, donc ils savent un peu qu'est-ce que ça veut dire la démocratie, la liberté, le renseignement personnel, l'information. On connaît toutes les histoires. Versus, par exemple, bon, les États-Unis, puis c'est pas péjoratif, mais de dire que, bon, c'est un pays qui existe depuis quoi? C'est même pas... 300, 200, 300, 400 ans, c'est relativement récent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils n'ont pas le vécu et tout. Puis pour eux, ben, et toute la façon que ça fonctionne, le renseignement personnel, l'information, c'est quelque chose de monnayable. C'est quelque chose qui peut s'acheter, qui peut se vendre, un peu de la même façon que n'importe quelle sorte d'actif. Et ça a été traité comme ça, bon, jusqu'à récemment. Bien sûr, bon, il y a des tentatives de réglementation, on est très sectaire, on fait des lois spécifiques pour des numéros de permis de conduire, puis des numéros d'assurance sociale, mais ceci étant dit, c'est quand même encore aujourd'hui une denrée qui peut être achetée ou vendue. Et bon, ceci étant dit, avec ce qui se passe de plus en plus, bien là, c'est certain que l'Europe, ils ont décidé de prendre une position par rapport à ça. Maintenant, continuons dans les choses plus concrètes. La loi en tant que telle, il y a même un compteur là, sur le site, vous pouvez y aller, je l'ai pris ce matin, il reste 329 jours, donc probablement 4 heures maintenant. Et c'est le changement le plus important, en fait, le plus dramatique en termes de vie privée et de protection des renseignements depuis une vingtaine d'années. Et ça a des répercussions partout dans le monde. Si on regarde rapidement l'historique de tout ça, depuis quand même plusieurs décennies, on a criminalisé plusieurs offenses dans plusieurs pays, l'interception de signaux, d'utiliser un ordinateur sans en avoir l'autorisation, d'accéder au compte de quelqu'un d'autre, tout ça, bon, de plus en plus, les pays ont adopté des lois pour criminaliser, bon, les crimes, les choses que les gens faisaient par rapport à ça, mais dans le monde du cyberespace. Et après ça est arrivé les activités financières en ligne. Donc là, à un moment donné, dans les années 90, il y en a qui s'en rappellent, ça a commencé, là, le financier en ligne. Donc là, bien entendu, tout le crime digital financier s'est développé. Et bien entendu, dans ce temps-là, la sécurité était relativement rudimentaire. T'sais, si tu voulais commencer, mettons, à faire marcher ta machine, avec l'OS, faire marcher l'application, encrypter l'information, ta machine, elle arrêtait. Elle n'était plus capable vraiment de fournir. Donc, on avait des limites technologiques à ce moment-là. Et, bien entendu, ça commençait le crime financier. On a adopté, en 93, quand même précurseur, hein, au Québec, ça c'est même avant le Canada, et même avant l'Europe également, on a adopté la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui est venue établir là, des balises par rapport à tout ça. Québec, souvent, on est précurseur dans plusieurs choses, dont ça. L'application, bien entendu, ce qui en découle, ça c'est autre chose, mais bon, on a été précurseur au niveau de l'idée. En 1995, la directive européenne. En 2000, la loi canadienne, le fameux PIPEDA, la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques. Donc, on continue d'avancer. Et là, bien entendu, on commence à développer les obligations de déployer des mesures de contrôle en fonction des risques sous-jacents. Donc, c'est relativement vague dans les lois. On dit qu'il faut faire des choses et tout ça. Mais bon, pour un professionnel en TI, ça veut dire quoi? C'est relatif. Je veux dire, bon, le risque, est-ce que le risque est élevé? Est-ce que le risque est faible? Quelles mesures que je mets? Contrôle d'accès, chiffrement, log, monitoring, sensibilisation. Bon, tout ça est un peu flou. Ça s'est déplacé tout seul, je m'excuse. Bon. Excusez, on a un petit problème. Les technologies qui changent constamment, donc c'est difficile là, pour les gens en TI de déterminer est-ce que c'est les bonnes mesures de sécurité ou pas. La puissance, bon, je l'ai mentionné. Et là, bien entendu, à ce moment-là, le risque est focusé sur le risque financier. Bien entendu, on parle toujours de ça. On n'est pas encore rendu de parler d'un risque moral, d'un préjudice
c'est émotionnel ou quoi que ce soit. Regarde, c'est vraiment, vraiment financier. Il faut prouver le dommage. Et dans les années 2000, de plus en plus avec l'utilisation de l'Internet, les réseaux sociaux qui sont arrivés, tout ça, on a commencé à reconnaître dans les tribunaux à travers le monde, un peu partout, qu'il y avait d'autres choses finalement que simplement le risque monétaire qu'il pouvait y avoir, une réputation, qu'il pouvait y avoir un dommage moral, un préjudice quelconque au niveau de la liberté, et puis de la démocratie et tout ça. Donc, il y a de plus en plus les données. Donc, on a commencé à faire de l'analytique, en plus avec les données. Donc là, c'est une autre atteinte là, qui pourrait mettre en cause la vie privée des gens et la confidentialité de l'information. Et les techniques de fraude en même temps qui continuent d'évoluer. Donc, tout ça, ça progresse à une vitesse faramineuse. Donc, on se retrouve ici, en 2016, avec la nouvelle loi européenne, la réglementation, en fait, sur la réglementation générale sur la protection des données. Il y en a une autre qui a été adoptée en même temps, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui, okay, qui touche la directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Et là, on rentre bien sûr dans plus l'équivalent des infrastructures critiques, la collaboration entre les États, la mise en place d'un CERT, etc. Donc ça, c'est une loi, une directive européenne qui doit être implantée dans des lois nationales. Ils ont 21 mois pour faire ça à partir de août 2016, les États, pour implanter ça, contrairement à la réglementation générale sur la protection des données qui, elle, n'exige aucune transition dans la loi nationale qui, de facto, s'applique à partir du 25 mai 2018. Donc, ceci étant dit, on arrive maintenant au contenu. On va essayer de faire, puis il y a beaucoup de choses, c'est très technique. On rentre ces documents, vous pouvez imaginer, la réglementation, c'est 100 pages, là, très, très technique, rédigée par beaucoup de technocrates. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup d'informations, c'est très riche. Il y a des définitions techniques au niveau légal, au niveau technologique également. Donc, je vais essayer vraiment de faire un high level, un haut niveau là-dedans, en disant d'abord qu'ici au Canada, depuis 2001, la loi, donc la fameuse loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques fédérale, la PIPEDA, il y a une reconnaissance donc, qui a été donnée pour le transfert de données en provenance de l'Union européenne. Bon, c'est un peu normal, on avait la loi avant eux, au niveau, pas avant eux au niveau Québec, tout ça. Et au Canada, on parlait de tout ça, donc c'est normal, puis c'est basé sur les mêmes principes, c'est des principes généralement reconnus, donc l'équivalence a été donnée et pour permettre ce transfert d'informations, parce qu'on avait une loi qui chapeautait l'ensemble. Mais il faut faire attention parce que c'est une équivalence partielle, parce que c'est seulement dans le contexte où est-ce que l'organisation est sujette à la loi fédérale. Okay? Donc, ce n'est pas toutes les organisations. En fait, la majorité des organisations qu'on connaît ne le sont pas. Elles sont sur la juridiction provinciale au niveau de la loi. Et ça, c'est une reconnaissance, donc, partielle. On va rentrer dans le détail peut-être un peu si on a le temps, mais les ouvrages fédéraux, donc ça s'applique aux entreprises qui sont de juridiction fédérale à la base, les banques, les compagnies de télécommunications, le domaine maritime, la télécommunication, donc toutes des entreprises qui sont de juridiction fédérale. C'est PIPEDA qui s'applique. Il y a d'autres entreprises aussi qui font du commerce interprovincial ou international qui s'applique aussi, mais c'est quand même pas la majorité des organisations. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ce transfert de données, en fait, c'est la pointe de l'iceberg. Okay? Parce qu'il y a le 90% là, de l'iceberg, il est sous l'eau. Et c'est ça un peu que ça représente, le règlement européen. Et là, ici, plus loin, je vais faire la différence rapidement sur les points les plus importants entre l'Europe et le Canada par rapport à PIPEDA. Mais j'ai emprunté ici une diapositive qui fait la comparaison avec le Privacy Shield. Okay? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le Privacy Shield, étant donné, vous connaissez peut-être l'histoire, il y a eu l'histoire de Snowden, il a révélé qu'il y avait des choses, c'est qu'on ramassait les données de tous les citoyens, puis c'était pas juste pour de la sécurité nationale, donc ça y est, l'Europe, un instant, on a fait des enquêtes, c'est allé jusqu'en Cour européenne, tout ça, finalement, on déclare le fameux Safe Harbor, qui était l'entente européenne, américaine, qui permettait à peu près à 4000 entreprises de se qualifier pour recevoir des renseignements, parce que vu qu'il n'y a pas de loi fédérale aux États-Unis, bien, il fallait faire du cas par cas. Fait que là, le FTC, Federal Trade Commission, est rentré dans le portrait. Ils ont fait le Safe Harbor, fait que ça allait bien, jusqu'à temps que Snowden arrive. Et là, ça ne va plus bien.
On abolit, on dit non, plus valable, le Safe Harbor. Là, les deux se mettent à parler ensemble, les États-Unis, bien sûr, avec l'Europe, et ils mettent en place le fameux Privacy Shield, qui est en train de naître maintenant. Mais parallèlement à ça, il y a le règlement européen qui vient brouiller les cartes un peu. Donc, ça, c'est une comparaison qui dit, OK, ben voici le Privacy Shield qui permet le transfert, puis moi, je le compare un peu à PIPEDA, dans le fond. C'est l'équivalence de ce que l'équivalence de la loi dans certains cas partiels qui permet un transfert d'informations. Mais ce que le GDPR, le RGPD vient faire, c'est qu'il vient mettre beaucoup plus de choses là, qu'on ne voit pas, hein, mais qui sont là, qui vont entrer en vigueur l'année prochaine. Donc, une des choses, c'est l'application extraterritoriale. Donc, la loi européenne s'applique à toute compagnie qui est responsable du traitement, donc ça, c'est celui qui a le contrôle, la compagnie qui ramasse les données, qui collecte les données personnelles des individus, mais ça s'applique également aux sous-traitants derrière à qui tu confies le traitement. Toi, tu en es toujours responsable. Et donc, toutes ces compagnies-là, qu'elles soient en Europe ou pas, si elles reçoivent de l'information des citoyens européens, ça s'applique à ces compagnies-là. OK? Peu importe son emplacement. Donc, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et là, si on fait la comparaison, qu'on dit, OK, ben ouais, mais c'est quoi la différence? Comment ça nous impacte cet aspect-là? Ben, entre autres, je dirais qu'on va en reparler un peu plus loin là, au niveau des autres contraintes, des autres obligations qui rentrent en jeu. Mais je vais faire un aparté que ça, dans le fond, ce que ça a comme l'impact le plus gros que moi je constate, c'est par rapport, et puis ça n'a rien à voir avec les données de masse là, de traitement à grande échelle qu'on connaît, par exemple, de Google ou de Facebook ou Snapchat ou LinkedIn ou peu importe. Ici, c'est les systèmes de ressources humaines dans les organisations. Ça vient vraiment créer une problématique pour les organisations qui ont des opérations un peu partout dans le monde, OK, et qui font affaire avec des systèmes qui souvent sont à l'étranger, soit chez eux, soit dans l'info nuagique ou dans un fournisseur, peu importe, hein, ceux qui font encore la différence entre le cloud et puis outsourcer quelque chose ou le donner à un fournisseur, ben, réveillons-nous, là, ça n'a plus d'importance. La différence, c'est que tout ce qui est donné à un tiers, considérez que c'est de l'info nuagique, puis ça va régler votre problème. Là. Donc ici, c'est ces systèmes-là, en fait, qui créent une problématique et l'équivalence, ben, elle s'applique seulement, encore une fois, aux entreprises qui sont sur la juridiction PIPEDA à connotation fédérale, et donc les autres, bien entendu, ne le sont pas, et les employés des organisations ne sont pas sujets aux lois. Ça ne vise pas les employés, les lois sur la protection des renseignements, à moins qu'ils soient dans certaines provinces, comme le Québec, par exemple, l'Alberta ou la Colombie-Britannique. Okay? Donc, le restant du Canada, c'est comme un peu dans l'ombre. Donc, tout ça ici, c'est couvert, peu importe, par la nouvelle réglementation européenne. Et les États, eux, au niveau des employés, ils ont le droit, les États européens, ont le droit d'adopter des standards plus élevés, donc des exigences plus élevées. Ça veut dire que là, ça, c'est une canne de verre. Ça, c'est vraiment, vraiment spécial parce qu'il faut que tu commences à vérifier avec la loi européenne, mais en plus, chaque pays peut avoir une spécificité. On parle, par exemple, en Allemagne, ils ont le Workers' Council. Essayez de négocier avec ça. Là, je veux dire, c'est vraiment, vraiment... Tu sais, c'est des pays qui ont un historique. Donc, avant de prendre l'information de l'employé, puis de commencer à savoir à quelle heure il se log, à quelle heure il se délogue, il fait telle affaire, wow, time out. Étais-tu en train d'évaluer sa performance? Et tabarnouche! Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est interdit par la loi. Tu ne peux pas te servir des systèmes informatiques dans certains pays pour évaluer la performance des employés. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup de problématiques. Et là, l'autre problématique là-dedans, c'est que le consentement, il doit être libre et éclairé, d'accord? Mais un employé, il ne peut pas donner un consentement libre et éclairé parce que l'employeur a une position de force par rapport à lui. Donc, comment est-ce que tu sais, ça crée une problématique au niveau du consentement. Donc, ça, c'est pas vraiment, tout n'est pas établi. Ça va créer des... Il va falloir se positionner, puis qu'est-ce qu'on fait, là? Comment... Est-ce qu'on le traite? Est-ce qu'on négocie? Est-ce qu'on va enfreindre la loi? Parce que vous allez voir les pénalités, hein? Attention, là, ça, c'est des gros montants. Et, encore une fois, ben là, si il n'y a pas, bien entendu, l'équivalence,
ben là, et même s'il l'a, mais tu n'es pas sûr qu'elle s'applique, tu ne prends pas de chance, tu mets tes clauses standards, donc les clauses standards européennes recommandées, je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé là-dedans, là, mais il y a déjà des clauses que tu ne peux pas changer, qui sont prédéterminées, une dizaine de pages, tu inclus ça dans ton contrat avec ton fournisseur. Si c'est entre deux compagnies, deux filiales, tu as les règles obligatoires d'entreprise, les binding corporate rules, tu mets ça en place pour t'assurer que tu respectes les règles européennes, étant donné que tu n'as pas de loi qui t'oblige à le faire. Si tu n'es pas sujet à PIPEDA. Donc, ça crée une problématique que plusieurs organisations vivent présentement. Un autre point, puis là, je vais les passer vite, puis je vais me focusser sur les différences qui sont en jaune en bas. Là, en blanc, on a la nouvelle obligation, plus ou moins, puis je la mets en parallèle avec la comparaison qui avait été faite du iceberg pour le Privacy Shield. Le consentement. Donc là, maintenant, on parle d'un consentement accru. Les histoires là, de contrats de 86 pages, j'accepte, c'est fini ça. Non, 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 c'est pas ça du tout. Le charabia juridique, il n'est pas permis que ce soit clairement indiqué c'est quoi exactement que vous faites avec mon information, et c'est oui ou c'est non, et ça ne peut pas faire partie ça, du contrat, il faut que ce soit une autorisation distincte. Puis vous la voyez déjà sur certains sites, de plus en plus quand vous commencez à naviguer, surtout sur des sites européens, ils vont vous popper là, dans le cookie, j'ai besoin de votre permission pour le cookie. T'sais? Puis si tu dis pas oui, regarde le cookie, il ne va pas. Là. Puis ça, c'est comme ça pour tout. Ça va être beaucoup plus simple que maintenant, là, avec le Let's Go, le contrat rédigé par des avocats, fait pour être lu par des avocats, et que même si tu le lis, ne perds pas ton temps, tu ne comprendras pas. Ce n'est pas fait pour que tu comprennes. Donc, le consentement ne peut pas être là si tu ne sais pas qu'est-ce que tu lis. T'sais? Donc, ça change. Langage commun, la raison du traitement, formulaire, puis en plus, il faut que tu puisses le retirer n'importe quand. Aussi simple pour dire non, c'est fini, je ne veux plus que vous ramassiez mon information. On arrête, maintenant, fini. Donc ça, il faut que ce soit mis en place. Hein? Mis en place dans les États, mais n'importe quelle organisation dans le monde qui va traiter l'information des Européens va devoir le faire. Bon, là, la différence entre les deux, au Canada, on a il y a de la compréhension concernant la collecte puis la limite. Elle a été précisée en 2015. En 2015, là, il y a la loi sur la protection des renseignements numériques qui a été adoptée là, en 2015. Puis il y a des choses qui sont en vigueur, dont ça. Et il y en a d'autres qui vont devenir en vigueur bientôt, on ne sait pas quand. Mais c'est venu modifier PIPEDA, là, la loi fédérale. Et donc, on a comme... c'est relativement limité. Hein? Il faut qu'il y ait... il faut que tu précises, il faut que tu obtiennes le consentement, puis la collecte est limitée à ce qui est nécessaire. Versus, mettons, dans la loi européenne, c'est plus large parce qu'il y a des possibilités de collecter l'information pour l'exécution de contrats ou pour des intérêts légitimes. Donc, c'est assez technique. Là. Même moi, je ne suis pas plongé à 100% là-dedans, mais il y a des différences au niveau des consentements concernant les informations. Ça serait plus large du côté européen. Là, bien entendu, il n'y a pas de consentement implicite, donc il n'y a pas de consentement par défaut. Là. Il faut absolument que ce soit un consentement explicite. Il ne peut pas être intégré au contrat et doit être donné à chaque fois qu'il y a une utilisation différente qui est faite. Okay? Donc, si je reviens avec les RH tout à l'heure, là, que dire, OK, c'est parfait, on ramasse ton information pour ta paye, et que demain, on décide de prendre ça pour aller calculer sa pension ou pour aller faire des analyses de ressources humaines ou de performance ou quoi que ce soit, tu ne peux pas. Il faut que tu obtiennes de façon tacite l'autorisation. Okay? Donc, c'est beaucoup plus précis. Il faut donner à chaque utilisation son consentement. Et il y a également une différence par rapport à l'âge de consentement. Ce n'est pas mentionné dans la loi canadienne. Par contre, la commissaire à la vie privée a dit 13 ans. Il y a eu des opinions qui ont été données. 13 ans, c'est assez pour donner un consentement. Tandis que dans la loi, la réglementation européenne, c'est 16. C'est 16, mais l'État peut décider que c'est moins. Donc, ça peut se retrouver entre 13 et 16 aussi, mais ça fait une différence au niveau de pouvoir accepter un consentement ou pas d'un mineur pour la collecte d'informations. Bon. Protection des données dès la conception. Donc là, ici, je n'entrerai pas dans les différences parce que la loi
fédéral mentionne bon, des mesures techniques, des mesures organisationnelles, la sécurité physique. Il y a 3-4 lignes là, dans la loi qui dit, mais c'est à très haut niveau. Le privacy by design, le fameux, ça fait combien de temps qu'on entend parler de ça? Le privacy by design, ça fait au moins 10-12 ans que j'en entends parler. Finalement, c'est intégré à l'intérieur de la réglementation européenne. Donc, on arrête là. Il faut que dès la conception des systèmes, il faut commencer à penser à la sécurité, la confidentialité, la vie privée dès le début. Pas, regarde, on pense à ça après. Là. Finalement, regarde, on va mettre une patch par-dessus ça ou on va mettre un WAF en avant, ou on va rajouter une patente. Non, non, non. Tu y penses dès le départ. Et ça, c'est minimiser les données qui sont absolument essentielles. Et bien entendu, il y a le besoin de savoir, le need to know, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est la base même. Est-ce que les personnes ont besoin d'accéder à cette information pour effectuer leurs tâches? Bon, ça, pas trop de différence. Excepté que c'est beaucoup plus explicite. Vous allez voir au niveau des mesures de sécurité, l'ambiguïté, il va en avoir moins là. D'ailleurs, c'est un autre truc que j'aurais dû mettre sur ma première diapositive au début. On parlait tout à l'heure de un peu de philosophie, là, mais vous connaissez tous le PCI DSS. Hein? OK. Donc, ça, le PCI DSS, c'est prescriptif. Hein? C'est 241, je ne me rappelle plus combien, ça a peut-être changé avec la dernière version, des mesures très, très spécifiques. Tu fais ça, 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 comme ça, comme ça, comme ça. C'est très granulaire. Il n'y a aucune loi ou réglementation qui dit ça. Sauf PCI, bien entendu, parce que, bon, il y avait une industrie derrière de la fameuse carte de crédit, puis le financier, puis tout ça, donc c'est pas compliqué. Eux, ils ont dit, regarde, la réputation de la carte, c'est plus important que n'importe quoi. On met on met le standard en place, puis si tu le fais pas, regarde, ça va te coûter cher, puis on va t'enlever la carte, tu pourras plus t'en servir. Mais honnêtement, ça ne protège pas les renseignements personnels, ça, PCI, DSS, ils n'en ont rien à cirer des renseignements personnels. Ça protège quoi? Ça protège le numéro de la carte de crédit. De toute façon, tu n'es même pas responsable s'il arrive quelque chose. Mais ça n'a rien à voir avec ton information. C'est juste le numéro de la carte, puis 3-4 bidules rattachés après ça. C'est tout. Mais ils ont quand même, ça a quand même, ça a brassé l'industrie, mais dans le fond, c'était simple. Pourquoi faire qu'on n'applique pas les mêmes règles de PCI au renseignement personnel? Oh, tabarouette, ben non, on peut pas. Ouais, mais là, il va falloir que tu le fasses, parce que c'est ça qui s'en vient. C'est la même chose, dans le fond. Moi, je dirais, tu ne veux pas te tromper, regarde, fais comme PCI avec le renseignement personnel, puis tu auras compris. C'est l'information qui est importante. Bon, ceci étant dit, le droit d'accès. Alors, ça veut dire, ça, de façon générale, ça existe. Comme, tu dois pouvoir contacter le responsable du traitement, puis dire, « Hey, coudonc, qu'est-ce que tu as sur moi? » Puis en passant, tu fais quoi avec? N'importe quand. Ça, c'est nouveau. Tu peux exiger ça. En fait, tu pouvais le faire. Oui, il y a une transparence qui était dans la plupart des lois, la fédérale également, mais maintenant, ça va plus loin. Parce qu'il y a l'obligation de me donner mes informations dans un format standard, éligible, électronique, toute l'information, gratuit. Fait que là, imagine, les organisations, il va falloir qu'ils mettent en place les mécaniques pour faire ça, parce que demain, il y a des gens qui vont dire, moi, je veux mes données. Bon, tu vas, mettons, Google, c'est déjà implanté, là, ils ont des trucs, tu vas dans les configs, tu peux downloader plein de choses, bon. Mais là, maintenant, c'est l'ensemble des organisations qui vont devoir faire ça. Gratuitement dans un format. Donc ça, c'est dramatique comme changement. C'est vraiment une transparence complète, puis ça donne le contrôle à l'individu. Tu vas pouvoir exiger de n'importe quelle organisation, les citoyens européens, qui te fournissent l'information. Puis bien entendu, si la compagnie, mettons, est canadienne, puis qu'elle le fait pour les Européens, ben, tu as aussi bien de le faire pour tout le monde, dans le fond. Le droit à l'oubli. Hein? Ou si vous préférez, le droit à l'effacement des données. On en entend parler depuis quelques années. Bien là, maintenant, c'est enchâssé dans le règlement. Le droit à l'oubli est là. Donc, regardez, là, le traitement est terminé. Donc, ça existait de façon dans la loi canadienne, de façon tacite. On disait, bien, quand l'information est plus requise pour le traitement, il ne faut plus conserver l'information. Mais là, maintenant, c'est vraiment explicite de dire, regarde, vous avez terminé, là, vous débarrassez de tout ça. Ou je retire mon consentement. Bien, si je retire mon consentement, il faut se débarrasser de l'information. Et en passant,
les gens avec qui vous l'avez partagé, là, soi-disant, pour différentes raisons, ben, il va falloir que vous les avertissiez aussi qu'il faut qu'ils se débarrassent de l'information de façon sécuritaire. Donc ça, c'est, encore une fois, un changement très important. La différence, bon, dans les deux lois canadiennes, on voit cette obligation, de façon tacite ou explicite, qu'il faut se débarrasser de l'information. Par contre, dans la canadienne, il n'y a pas l'obligation d'aller contacter les sous-traitants avec qui tu l'avais partagé. C'était seulement toi. Donc ça, c'était pas dedans. Donc ça vient rajouter un fardeau supplémentaire. Et la différence, c'est que les outils de recherche, ici, il y a eu des décisions qui ont été rendues au Canada. La tendance est de dire, ben non, c'est pas applicable aux outils de recherche parce que c'est pas de l'information commerciale. Hein, parce qu'il y a tout le temps la question du commercial dans la loi canadienne. Donc, Google, les recherches que j'ai faites, les mots-clés que j'ai utilisés, de la famille, quand, pourquoi, comment. Par contre, il y a eu des discussions au niveau européen d'inclure ce genre de choses-là dans l'esprit de la législation qui a été adoptée. Donc ça va être intéressant de voir jusqu'où ça va aller, mais il serait fort possible que ça aille jusqu'à l'information des outils de recherche. Donc, vous me sortez tout ça de là demain, et en passant, vous me le donnez. Je veux avoir toute l'information que vous avez sur moi concernant mes recherches. Vous allez me dire, ben, faut que tu te logues pour faire ça, sinon comment est-ce qu'ils vont savoir que c'est toi? Portabilité. Une nouvelle affaire. Donc ici, ben c'est simple, c'est que je veux avoir mes données. Vous me donnez mes données et puis je m'en vais ailleurs. Moi, je m'en vais dans une autre compagnie. Tous les contrats là, que j'ai chez vous, là, je sais pas, moi j'ai commandé Amazon. J'ai acheté des centaines de choses. Hein. Je veux tout avoir mes contrats, mes informations, je veux tout me donner ça. Je m'en vais ailleurs. Ou vous me le transférez à tel endroit. Nouveau fournisseur, vous y envoyez l'information. Donc, est-ce que ça va aller jusqu'aux recherches? Bon. Accès garanti, donc la différence, l'accès aux informations, donc ça existe déjà ici, de pouvoir avoir accès aux données, mais le fait de les recevoir, de se faire envoyer les données, soit par un CD dans un format connu, importable, ou soit de l'envoyer à un autre fournisseur, ça, c'est nouveau. Et là, la question, c'est est-ce que ça comprend les données que j'ai fournies au fournisseur? Ou est-ce que ça comprend également les données qui ont été créées par mon activité? Encore une fois, la tendance des comités Working Party, l'article 29 pour la réglementation européenne, c'est que ça irait jusqu'aux données qui ont été créées. Donc, pas juste celles que je vous ai données, mais tout ce que j'ai fait durant ce temps-là, puis je me suis promené à gauche, à droite, je suis allé là, j'ai fait ça. Je voudrais avoir cette information-là aussi. Donc, ça va être intéressant. Ce n'est pas finalisé en termes d'interprétation, mais ça soulève des questions intéressantes. Et, étant donné que l'esprit, c'était d'aller jusque-là, il y en a qui disent peut-être sont allés trop loin. On verra. En attendant, les compagnies doivent se conformer. C'est pour ça la question, c'est un peu difficile pour certaines choses. Notification en cas de fuite de données. Donc là, en passant, j'ai oublié, j'aurais dû vous demander, j'ai l'idée, mais je ne suis pas 100% certain. Dans la salle ici, c'est noir ou blanc, là. Okay? Combien d'entre vous venez du domaine technique, donc des technologies de l'information, de la sécurité informatique, de la gestion des risques technologiques, de la conformité? Vous voyez votre main? Okay? Puis quels sont ceux qui viennent vraiment du domaine légal, juridique, qui n'est pas rattaché aux technologies? OK, parfait. Pfiou! J'avais peur, parce que j'ai deux versions de la présentation. Je pense que j'ai commencé avec la bonne, parce que j'ai quelques diapos à la fin qui rentrent vraiment dans les mesures de sécurité, mais je me dis, je vais vous montrer ça à vous, puis vous allez me dire, ben OK, ouais, tu es en train de me parler des choses que je connais déjà. Fait que je pense qu'on est correct jusqu'à présent. On va passer quand même à travers les choses, mais rapidement après, parce que ça, c'est plus des choses qui ne sont pas nécessairement rattachées aux technologies, mais qui sont quand même importantes, qui ont un impact technologique pour les organisations énorme. Alors, notification, 72 heures
dans la nouvelle réglementation. Donc, c'est contraignant. Il y a un laps de temps qui est donné, 3 jours. Donc, et là, bien entendu, bon, il y a différentes possibilités. C'est l'obligation, donc, des États membres, dans les États en tant que tels, de divulguer aux citoyens, aux individus, qu'il y a eu une fuite de données. Et là, après ça, dépendant le risque rattaché à ça, ben ça va plus loin. Il faut aviser l'individu ou il faut aviser simplement l'autorité de réglementation, donc de la protection des renseignements. Et également, le sous-traitant, lui, avec qui tu fais affaire, lui également doit aviser le client en tant que tel et le responsable du traitement, donc le plus rapidement possible. Donc, à l'intérieur de ces 72 heures-là. Et encore une fois, il y a la question, est-ce que ça porte atteinte? Puis là, il y a toute une définition, je l'ai plus loin, je pourrais vous le montrer. C'est assez large. Je vais y aller vite, puis je vais reculer après, là, mais bon, je ne vais pas non plus... J'ai pris des extractions de la loi. Tu sais, là, quand vous voyez ça, là, oups, ça y est, on vient de partir. Donc, les risques découlant du traitement. Donc là, ça te donne des exemples, okay, en particulier des risques pour les droits et libertés des personnes physiques, dont le degré de probabilité de gravité, okay, donc la probabilité, l'impact, le risque, on mesure le niveau de risque, dommages physiques, matériels ou préjudice moral clairement établi. Ce n'est pas juste financier. Hein? Et là, ça te donne des exemples. Tu en as plein là-dedans. OK? Opinion politique, religion, conviction philosophique, appartenance syndicale, dommages économiques, secret professionnel, réputation, santé, préférence ou centre d'intérêt personnel, fiabilité, comportement, localisation, déplacement, profil individuel, lorsque le traitement porte sur des données de caractère personnel des personnes physiques vulnérables, en particulier les enfants, etc. Donc, tu sais, tu as des exemples quand même très concrets. Grosso modo, c'est quasiment n'importe quoi. Je veux dire, honnêtement, tu peux... Là, bien sûr, il y a l'évaluation de risque qu'il faut faire, mais ça va loin. N'importe quoi qui peut mettre en cause la liberté de l'individu. Ici, au Canada, dans la loi qui a modifié, donc, la loi sur la protection des renseignements personnels, la loi sur la protection des renseignements digitales vient de le modifier. Il y a l'obligation de divulgation basée sur les risques. Il faut aviser les individus si le risque est présent. Il faut divulguer à la demande au commissaire à la vie privée du Canada, etc. Mais ce n'est pas encore en vigueur. Donc ça a été adopté, mais c'est une des portions de la loi qui n'est pas encore en vigueur. Il faut qu'ils mettent de la réglementation en place, bien sûr, pour que ça devienne opérationnel, tout ça, mais ça peut être dans quelques mois ou peut-être ça peut retarder, ça dépend toujours ça, de la politique un peu. Donc, rapporter les brèches au commissaire à la vie privée, aux individus, selon le cas, c'est le risque. Ça, c'est la situation, donc présentement dans la loi, qui n'est pas encore en vigueur. Okay? Par contre, ça serait plus large la définition d'une brèche avec la loi européenne parce que ici, dans la loi canadienne, ça prend l'intervention d'une personne. Donc, selon la loi canadienne, s'il y a un bris technique ou technologique, une faille technologique qui fait que l'information est corrompue, qu'elle arrête, qu'elle disparaît, ben ça ne fait pas partie, c'est pas quelque chose qui doit être communiqué. Okay? Parce que ça prend l'intervention de quelqu'un, donc d'un hacker par exemple, ou d'une personne qui aurait commis une erreur à l'interne. Versus, bon, dans la loi européenne, la réglementation européenne, c'est plus large. Et les délais, par contre, sont plus courts, 72 heures. On n'a pas de délai au niveau de la canadienne. Donc, on continue, on se rapproche vers le bas. Officier responsable de la protection des données, je ne rentrerai pas là-dedans, ça c'est les fameux DPO, là, les Data Privacy Officer. Ça, c'est obligatoire pour les organisations qui traitent des données à grande échelle. Okay? Donc, ce n'est pas juste l'organisation qui a tu sais, regarde, j'ai 10 000 employés, 5 000 employés, ça, c'est pas considéré du traitement de renseignements et de comportements à grande échelle, comme, mettons, tu sais, les Google, l'Amazon de ce monde, Facebook et compagnie. Donc, c'est différent. Et bien entendu, dans le cas où est-ce qu'il faut nommer un DPO, c'est pas n'importe qui, il faut que ce soit quelqu'un qui est compétent, qui est un travail dédié, il faut qu'il y ait un budget, il faut que son nom soit donné à l'autorité responsable des renseignements personnels dans l'État. Okay? Donc, c'est assez exigeant.
Il faut qu'il se rapporte à la haute direction dans l'organisation, pas 3 niveaux en bas. Donc ça, c'est pour le DPO. Et finalement, ici, ça c'est la cerise sur le sundae, c'est les sanctions. Okay? Parce qu'ici au Canada, il n'y en a pas. C'est pas marqué. Donc, bon, il y en a eu quelques-unes, mais c'est vraiment une tape sur la main, dans le fond, grosso modo. Ben là, c'est maximum 4% des revenus mondiaux, ou 20 millions, le chiffre le plus élevé. Donc ça peut coûter très, très, très cher. Ça dépend, bien entendu, pour quel genre d'infraction. C'est donc une infraction importante. Tu n'as pas obtenu le consentement, maximum 4% des revenus. Moins grave, peut-être, ça va 2%. Comme par exemple, tu n'as pas avisé, mettons, tu n'as pas avisé à temps, ou tu n'as pas nécessairement mis la bonne mesure en place. C'est des trucs qui sont plus ça. Donc, ça inclut ça, imaginez-vous donc, les sous-traitants, et ça inclut l'info nuagique également. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, j'ai pas besoin de vous dire que, bon, ça, c'est carrément, c'est pas là. On n'a pas ça ici présentement. Bon, là, je vais passer... C'est des articles qui définissent, en fait, c'est quoi... Là, je rentre dans la portion plus technologique, au niveau des mesures de sécurité qu'on connaît très bien, là, basées sur ISO. En passant, ISO a une place importante là-dedans. Et vous le voyez en bas, d'ailleurs, là. Protection des données dès la conception et protection des données par défaut. Okay? Privacy by design, privacy by default. 3. Un mécanisme de certification approuvé en vertu de 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect des exigences énoncées au paragraphe 1. Ça serait quoi, ça? ISO 27001. Donc, c'est clair que c'est ça qui est utilisé par excellence pour aller démontrer. Ça ne veut pas dire que ça t'exempte. Ça, là. Non. C'est juste que tu peux démontrer que tu as fait la bonne chose, mais ça ne veut pas dire que tu vas être exempté s'il arrive quelque chose. Donc, je vous le laisse, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Après ça, il y a la sécurité du traitement. T'sais. Donc, l'obligation de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques, pseudomisation, chiffrement, moyens permettant de garantir le CIA. On le voit ici, la résilience constante des systèmes et des services de traitement, des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données, tester, analyser, évaluer régulièrement l'efficacité des mesures, donc des pen tests, des analyses de vulnérabilité, de la vérification de code, maison, c'est là. Okay? Donc, c'est le genre de choses qui... Et c'est pas compliqué, là. Ils réfèrent tout le temps dans la réglementation de state of the art, l'état de l'art dans le domaine technologique. C'est quoi qu'on fait aujourd'hui, là? C'est quoi pas nécessairement le dernier machin qui vient de sortir, mais grosso modo, c'est quoi la technologie? C'est du 2 facteurs? Bien, c'est du 2 facteurs. Tu ne poses pas encore la question, est-ce que j'ai besoin de 2 facteurs pour accéder à distance ou pour administrer un système? Oui, c'est disponible, il faut que tu le fasses. Donc, c'est un peu ça. Là. Quel est l'état courant de la technologie en fonction, bien sûr, du risque? Donc, ça, on l'a vu. Alors, l'étape. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend? Ben regarde, c'est pas de midi à 14 heures. Là, grosso modo, analyse d'impact. Analyse d'impact relative, c'est le business impact analysis en fonction des renseignements personnels. Premièrement, sont où mes renseignements? C'est quel type de renseignements? Il faut que tu aies une cartographie. Ça, c'est comme une obligation. Tu as besoin de cartographier puis de documenter sont où mes renseignements personnels dans l'organisation et c'est lesquels? Quelle quantité? À quel endroit? Et là, ça, c'est le point de départ. Fait que là, après ça, tu es capable de regarder c'est quoi les mesures qui sont alentour de ça. Puis après, un consensus, bien sûr, sur les mesures à implanter. Et ça, là, en fonction du risque, vous ne pouvez pas faire ça juste avec les TI. Ça, là, ça exige le légal, les ressources humaines, la direction, les lignes d'affaires. Ça exige tout le monde pour se mettre d'accord sur l'approche pour protéger les renseignements en question. Bien entendu, si tu fais partie d'une organisation qui traite des renseignements à grande échelle, c'est un autre niveau. Okay? C'est plus circonscrit dans une organisation, est-ce que tu as seulement des renseignements de tes employés? Mais il faut quand même que tu le fasses pour les employés européens. Et si tu n'es pas certain, bien là, tu t'escalades. Tu montes au DPO si tu en as un dans ton organisation. Sinon, tu t'en vas à l'autorité de certification, dans ton... Pas de certification, l'autorité... j'ai oublié le C, là. C'est l'équivalent bon, du
de la CAI au Québec, la Commission d'accès à l'information, ou au fédéral, le commissaire à la vie privée, ben dans chaque État, il y a un organisme comme ça, et donc tu t'en vas leur demander, puis regarde, tu te fais conseiller, si tu as des doutes. Et après ça, ben, tu déploies tes mesures. Tu déploies tes mesures de sécurité, bien entendu, et les mesures organisationnelles, parce qu'il y en a beaucoup. Encore une fois, je fais une distinction, il faut faire attention, données à grande échelle versus données d'employés, c'est deux choses. Il faut les protéger, mais les exigences, bien entendu, puis les risques sont souvent pas les mêmes. Bon, mesures techniques de base, c'est là que je vous disais, regardez, je vais passer beaucoup de temps là-dessus. Là, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, dans le fond, si, mettons, je donnais ça à des avocats, ben, c'est sûr que je prendrais plus de temps pour l'expliquer, mais grosso modo, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas là-dedans? Ça, c'est des choses qu'on entend depuis des années, ça fait partie de tous les standards. C'est tout. Pas de question. Hein? C'est ça qu'il faut implanter. Maintenant, comment, quel niveau, quelle version, quel outil, garde. Okay? On se comprend là? Il faut être capable de démontrer qu'on fait ces choses-là d'une certaine façon. Sinon, ben, sois prêt à démontrer qu'on ne fait pas ça parce qu'on a des contrôles compensatoires où on a évalué le risque, puis vraiment, regardez, soyons sérieux, là. C'est le nom de la personne, puis c'est son adresse au travail. Regarde. En passant, ça, c'est... Dans la loi canadienne, l'information qui apparaît sur une carte d'affaires, c'est pas considéré comme des renseignements personnels. Donc, le nom de la personne, son adresse au travail, son poste, son numéro de téléphone, son adresse courriel, tout ce qui est rattaché au travail, c'est pour la rejoindre. Donc, dans une communication pour rejoindre la personne, tu n'as pas besoin du consentement pour pouvoir donner cette information-là dans une organisation. Donc, ça a tendance à passer un peu en dessous des renseignements personnels. Ça en est quand même, mais qui sont normalement accessibles. C'est pas la même chose en Europe. OK? Donc, après ça, il y a les mesures organisationnelles de base. Donc là, j'ai mis la sécurité d'un côté et les mesures organisationnelles, bien entendu, ça prend une directive, appelez-la comme vous voulez, là, une politique, une directive, un principe, une règle, c'est pas grave, il faut que vous ayez quelque chose de documenté qui dit comment est-ce qu'on utilise la technologie chez nous et comment est-ce qu'on traite les prêts à apporter, là. Le PAP en français, le Bring Your Own Device. Comment est-ce que vous abordez ça? Formation, sensibilisation, bon, on le sait, former, sensibiliser, c'est toujours, c'est un élément clé. Il en parlait d'ailleurs plus tôt aujourd'hui dans d'autres conférences, bien sûr. Et tu as des fournisseurs également, jusqu'à un certain point, il faut que tu aies la responsabilité de t'assurer qu'eux sont également formés, sensibilisés. Soit ils le font déjà, soit tu vas exiger qu'ils le fassent. Puis si c'est particulier, garde, viens ici, là, puis je vais te former pour que tu fasses ça de la bonne façon. Il faut également les former quant à l'obligation de traitement, donc comment tu dois traiter tout ça, puis tout ce qu'on vient de discuter auparavant. Bien entendu, il faut que les gens qui traitent cette information-là soient au courant, okay, des obligations. Restreindre l'accès aux données à ceux qui en ont le besoin de savoir, on l'a mentionné. Sécurité physique, bien entendu, pour les accès aux locaux et le rangement, destruction des documents, là, les trucs qui traînent, les listes, bon, il y en a de moins en moins, mais il y en a qui encore, il y a le Clean Desk. Ouais, Clean Desk, c'est bien, mais tu sais, si j'ai mon crayon puis mon efface, c'est correct, mais bon, si les renseignements personnels ne devraient pas traîner dans les bureaux. L'utilisation du courriel personnel, non, ça devrait être carrément interdit, tu sais, et ça, personnel voulant dire soit ton courriel personnel ou ton courriel de ta compagnie. Si tu vas avoir le contrôle, faut que c'est malheureux, là, mais tu vas te servir de notre adresse courriel. Les organisations vont t'ouvrir un compte puis tu vas passer par là. Oups. Et, alors, pour les traitements de données à grande échelle, c'est clair que ça... Mais ça, de toute façon, en général, les gens regardent. Ils l'ont. Si tu prends, mettons, on prend un Facebook, un Google de ce monde, un Amazon, un Rackspace, n'importe quoi, même les solutions cloud là, qui sont plus spécialisées, un Salesforce,
tu vas avoir une panoplie, garde, liaison, les rapports SOC, le 1, le 2, le type 1, le type 2, l'ISO, le C, le Trust, ils vont tous aller les chercher. Ben, ça, c'est comme apprendre des langues. À un moment donné, quand tu en apprends une ou deux, garde, 4, 5, la différence entre connaître 4, 5 langues puis en connaître 7 ou 8 n'est pas tellement grande. Donc, c'est un peu la même chose. Là, quand les certifications, en général, ces grosses compagnies-là, ils vont les avoir. Mais c'est ça qui est recherché. Puis en Europe, c'est SOC, on va dire grand-chose. Là. Regarde, c'est ISO, c'est la norme. Donc, l'ISO de 27001, c'est une des façons donc de t'assurer que tu couvres un ensemble de systèmes de sécurité. Et bien entendu, tu peux avoir les certifications en plus avec le Statement of Applicability puis tout ça. Donc, recommandé. Nous, on le regarde tout le temps. Et l'autre étape, c'est l'assurance. Okay. Puis l'assurance, ben, ils vont te demander le standard, fait que tu n'auras pas le choix d'avoir ISO. Parce que si tu veux te faire assurer, ils vont te dire, ben là, ils vont demander à un tiers qui vient te certifier puis qui vient t'auditer comme quoi tu as les mesures en place. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si... je suis dans mon temps. J'imagine que oui. Les 25. J'avais jusqu'à quelle heure? On a commencé à 1h30. Donc, j'avais jusqu'à 45. Écart? Oui. 15 minutes de questions. On a dépassé, dans le fond. Avez-vous des questions? Oui. Une question, il y a eu un jugement cette semaine de la Cour suprême du Canada contre Google sur l'histoire de brevet. Est-ce qu'il y a un impact sur la loi, sur le renseignement personnel? C'est curieux que vous mentionniez ça parce que rafraîchissez-nous la mémoire parce que je l'ai lu il y a 2 jours et puis je passais en diagonale à travers. C'est quoi la cause principale? C'est l'histoire de l'imitation entre deux compagnies. Donc, il dit l'histoire de brevet, puis c'est la justice a donné raison à la première compagnie au niveau du Canada. Et le jugement de la compagnie, c'était contre Google, parce que Google a continué dans ses moteurs de recherche en dehors du Canada à faire montrer des imitations, la compagnie qui fait l'imitation. Et puis la Cour suprême a donné raison au niveau de l'extraterritorialité. Oui, merci. Pour que la compagnie puisse poursuivre Google sur cette cause. Oui, c'est intéressant. J'ai pas le détail, j'en ai entendu parler, c'est important parce que c'est au niveau de la Cour suprême, donc c'est l'instance ultime. Je vais le regarder. Mais c'est clair que ça doit rentrer dans l'optique de dire qu'aujourd'hui, ben, tu as justement l'extraterritorialité s'applique et regarde, c'est pas un problème. Moi, je suis capable d'imposer ma loi, elle s'applique même aux entreprises qui sont à l'extérieur, parce que de toute façon, si tu engages des citoyens, des individus dans un pays, okay, ben forcément, tu as des obligations vis-à-vis de ce pays-là. C'est certain que même si toi, tu es à l'extérieur, le pays en question va te demander de te conformer. Si tu ne te conformes pas, ben, tu vas être trouvé coupable, tu vas devoir payer l'amende pareil. Et plus souvent qu'autrement, les compagnies, de toute façon, ont une présence dans ces pays-là. Google, il y a un bureau à Montréal, il y a une présence au Canada, il y a une entité ici. Les grosses entreprises, la plupart du temps, ils ont ça. Donc, c'est comme, tu vas te faire poursuivre dans le pays en question. Mais tu vas être responsable pour ce que ta maison mère a fait là, dans l'autre pays. Ça veut dire qu'un gouvernement quelconque européen aurait le droit d'aller faire un audit dans une entreprise qui est au Canada ou aux États-Unis, selon cette réglementation-là. Oui. Comment est-ce qu'ils font pour valider que tu es conforme au Privacy Shield ou quelque chose comme ça? On s'entend que la définition de vie privée, tu l'as dit tantôt, là, ça dépend des lois. Fait que c'est un monde entre... C'est parce qu'il y a un lien qui est établi. Il y a un lien de toute façon qui est établi. Parce que pour être capable, pour que le pays en Europe puisse envoyer les données dans l'autre pays, il y a une entente qui est mise en place, il y a un contrat qui est mis en place. Donc, ça veut dire qu'avec le responsable du traitement et les sous-traitants, il y a également des contrats. Donc, il y a une chaîne il y a une chaîne d'événements, il y a une chaîne contractuelle qui est créée, et dans cette chaîne-là, il y a les obligations de la loi qui sont transposées. Donc, c'est certain qu'il peut y avoir des problématiques en termes de où est-ce que je vais aller poursuivre. C'est certain que je vais poursuivre où est-ce que je peux poursuivre. Si je peux poursuivre là-bas, je vais poursuivre là-bas. S'il faut que je vienne ici, ben, je vais venir ici. Donc, ça serait fait de cette façon-là. Puis le lien est établi parce que c'est l'information concernant les citoyens européens. Donc,
précurseur souvent l'Europe par rapport à ça. Regarde, les autres vont suivre pas loin derrière. Les États-Unis sont un peu à la remorque par rapport à tout ça. Malgré qu'ils interviennent quand même, tu sais, ils vont intervenir. Ce qu'on voit, c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas la loi nécessairement aux États-Unis qui chapeautent, mais quand ils interviennent, la Federal Trade Commission, ils interviennent puis ils donnent c'est des millions. Ils donnent des grosses avances, malgré qu'ils n'ont pas de loi parapluie. Donc, je pense que nous, on a une grosse loi parapluie, mais qu'il n'y a pas de dents. Ça va changer. Oui. Tu disais que dans la loi canadienne, il y a une obligation aussi à divulguer les fuites de données, mais qu'il n'y avait pas de délai. Ça veut dire qu'une entreprise peut attendre 10 ans pour dire qu'elle a été victime d'une fuite de données. Il m'a semblé que tu as dit ça au moment de ta présentation. Oui, ben en fait, réglementation européenne, 72 heures, maximum. Ici, pas de délai, mais en fonction du risque, le plus rapidement possible. Donc, normalement, c'est certain que plus tu attends, ben, plus que tu vas être négligent dans ton approche. Puis à ce moment-là, ben, tu vas avoir une pénalité. Tu vas trouver coupable ou responsable, puis ils vont trouver une pénalité. Il y en a eu une, en fait, pas longtemps, pas des gros montants, mais il y a quand même eu des causes au Canada qui ont commencé à avoir le jour par rapport à ça. Ça commence à peine. Voilà. Mais, encore une fois, si tu es sujet à la loi européenne, au règlement européen, tu n'auras pas le choix. Sinon, on garde sur la pénalité. Ils vont taguer la pénalité, puis tu vas, dans le pays où ce que tu opères, tu vas recevoir la facture. Sinon, ils vont venir la chercher ici. Une autre question? Bon, merci.